Bonjour à tous, et ben voilà, nous sommes à l'hôtel de Bernice avec Pierre Jouvencel, salut. Salut. Et on va parler de ton spectacle, donc qui s'appelle Victor Hugo, un géant dans un siècle. Voilà. Et le géant, c'est lui. C'est Victor Hugo, ouais. Oui, c'est Victor Hugo, mais en l'occurrence, c'est toi. Ouais. Tu vas nous parler un petit peu de ce spectacle. Comment déjà ça t'est venu de vouloir faire ce spectacle? Alors en fait, l'idée c'est que j'ai créé ma compagnie en 2014, ouais. Et l'idée c'était de donner à entendre des poètes et résumer mes deux passions, en fait, le théâtre et la poésie. D'accord. Donc j'ai commencé par faire un spectacle sur Baudelaire, sur les fleurs du mal, et puis des souvenirs d'enfance sont remontés, et j'avais des souvenirs de Victor Hugo. Quand j'étais gamin, j'avais appris un certain nombre de ses poèmes qui m'avaient marqué. Parce qu'en même temps, il faut le dire, donc là c'est sur sa vie, hein, c'est pas une... Comment on peut dire Non, c'est pas une œuvre de Victor Hugo, je raconte la vie de Victor Hugo, de sa naissance à sa mort. Voilà. Et tu la joues peut-être, mais c'est ce que je voulais dire. C'est une interprétation. L'idée, c'est d'être dans une incarnation d'Hugo, qui prend le public à témoin à la fin de sa vie et qui va se raconter. Et l'originalité de mon spectacle, c'est que j'illustre les grands moments de sa vie par ses poèmes et par ses discours politiques, parce qu'Hugo c'est pas qu'un poète, c'est pas qu'un écrivain, ça a été aussi un homme politique, un penseur, enfin, etc. Tu peux peut-être nous raconter aussi quelques points forts de ce spectacle, hein, pour nous donner envie. Oui, alors les points forts, d'abord c'est sa naissance, qui est quand même d'un père qui était général de Napoléon, donc général d'Empire, d'une mère royaliste, de parents qui se sont quittés très tôt. Il a été très marqué par ça, avec une enfance à la fois qui a été assez difficile par rapport à la séparation de ses parents, et en même temps, déjà on sentait venir le génie littéraire, puisque à 14 ans il voulait être Ça veut dire qu'il a été élevé par son père, sa mère, ou non, il a été élevé par sa mère, il a été élevé essentiellement par sa mère, et il a fait quelques voyages pour aller retrouver son père qui était en garnison, soit en Italie, soit en Espagne. Donc il a été très marqué par l'Espagne dans son enfance, donc on en parle évidemment dans le spectacle. Donc ça c'est l'enfance de Victor Hugo. Par la suite, je n'aurai que des contacts épisodiques avec mon père, dont la séparation avec ma mère a été difficile à supporter. Même si celui-ci restera pour moi, et à tout jamais, un héros. Notre mère se retire donc avec nous à Paris, dans une paisible demeure du faubourg Saint-Jacques. À 14 ans, j'écris « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Je n'ai jamais douté de moi. À 15 ans, j'adresse à l'un des concours de l'Académie française une pièce de vers qui, dit-on, aurait sans doute été couronnée si l'on avait cru que j'avais voulu mystifier le jury en me donnant un âge que je n'avais pas. Les grands moments, c'est quand même 1830, c'est le début du romantisme en France, et il est le chef de file des romantiques à ce moment-là, en 1830, avec la bataille d'Hernani. Hernani, c'est une pièce de théâtre qui révolutionne le théâtre. En 1830, les représentations de ma pièce Hernani resteront célèbres comme terrain d'affrontement entre classiques, partisans d'une hiérarchisation stricte des genres théâtraux, et la nouvelle génération des romantiques qui, comme moi, aspirent à une révolution de l'art dramatique. Le jeune Honoré de Balzac reçoit pour sa part sur sa tête un trognon de chou. À 3 heures, les portes s'ouvrent, les bataillons s'engouffrent dans la salle et prennent position. Une forte odeur d'ail plane dans l'enceinte sacrée. L'heure approchant, vous doutez bien que, comme tous les auteurs du monde, je ne peux m'empêcher de regarder par le trou de la toile. Je ne vois que bijoux, soie, fleurs et polonus. Mais perdus dans ce resplendissement, les tribus agitent leurs crinières. Gautier dira qu'une rumeur d'orage grondait, et si la toile ne s'était pas levée, on en serait sans doute venu aux mains, tant l'animosité était grande de part et d'autre. Je ne cesse de regarder par le trou de la toile. Chateaubriand dans une loge en compagnie de sa revêche et longue épouse, Benjamin Constant, Thiers, Mérimée, puis les tribus, bien sûr. Nerval, Deveria, Berlioz, Dumas et Gautier, avec lequel je vais garder toute ma vie une indéfectible amitié. Finalement, la pièce s'achèvera par une explosion de salles interminables. Mon nom sera acclamé même par les loges. Il y aura 45 représentations à la Comédie Française, ce qui est exceptionnel.
Et les droits d'auteur feront, je l'avoue, beaucoup de bien à notre ménage. Grâce à ça, il va être connu, très connu, et on va beaucoup parler de lui. Alors, on dit de lui, enfin moi j'ai entendu parler de lui, bien sûr, comme tout le monde, mais on dit de lui qu'il avait un vocabulaire énorme. Hein, oui, il avait un vocabulaire énorme. Tu sais où il a pris ce... Ah oui, dans les livres. Voilà, dans les livres, voilà. Je le raconte. Jeune, très jeune. Très jeune, d'ailleurs, voilà, il dit je vivais à plat sur les livres. Je passe mon enfance à plat sur les livres. Et c'est là aussi que je rencontre Adèle, ma voisine. Nous avons 8 ans et nous sommes amoureux. Ce spectacle, donc, tu vas nous emmener dans aussi la partie un peu politique de l'homme, hein, c'est ça? Ah oui, parce que Victor Hugo, comme on a parlé de son enfance, on a parlé de la bataille d'Arménie, mais à partir de 1848, il va devenir député, et donc il va siéger à l'Assemblée constituante, à l'Assemblée législative. Alors il devait ça par rapport à... c'est comme ça, lui a pris comme ça, ou c'est par rapport à son père, par rapport à quelque chose? Non. Alors en fait, ce qu'il faut, pour bien comprendre la vie d'Hugo, c'est qu'il y a une césure qui est en 1843. Jusqu'en 1843, il y a une sorte d'ascension dans la poésie, l'écriture, etc. Ça, ouais. Puis 1843, c'est la mort de sa fille Léopoldine à 19 ans, qui se noie dans la Seine à Villequier. Et là, il va être marqué à vie par ça. Et le 4 septembre, un drame dont je ne remettrai jamais tout à fait le franc. Léopoldine, mon enfant chéri, meurt tragiquement dans la Seine à Villequier, noyée avec son mari Charles Vacquerie dans le naufrage de leur barque. Les 4 occupants de la petite embarcation restent coincés sous les voiles. Au moment du drame, je suis en voyage dans les Pyrénées avec Juliette, et je n'apprendrai son décès que 5 jours plus tard, à Rochefort, par les journaux. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi. Et donc, à partir de 1843, il arrête d'écrire. Il n'écrit plus ni poème, ni théâtre, ni roman. Et petit à petit, il va se remettre à la vie, mais par le biais de la politique. À partir de cette date, je ne produis plus rien. Ni roman, ni théâtre, ni poème. Pourtant, à l'automne de cette année 1843, je vais faire une rencontre qui va quelque peu bouleverser ma vie. Je fais la connaissance de Léonie Donné, épouse du peintre Billard, avec laquelle je vais entretenir une relation de 7 ans et dont je serai passionnément amoureux. Il va combattre la peine de mort, il va être abolitionniste, un des premiers grands abolitionnistes. C'est aussi à partir de cette période-là que je me sens attiré par la politique. Je deviens confident de Louis-Philippe en 1844 et en 1848, je suis nommé maire du 8e arrondissement de Paris. Je refuserai d'ailleurs le poste. Et député de la Deuxième République. Je siège parmi les conservateurs. Il va combattre la misère avec le discours de 1849 dont je parle dans le spectacle. Très moderne en fin de compte. Il est très moderne, il est très social. Ouais. Lui, il avait ces deux pôles, en fait, c'est la liberté. Il voulait que l'homme soit libre, donc c'est pour ça qu'il a eu plusieurs combats sur la liberté. Liberté, égalité, mais également tout ce qui est social. Le social l'a beaucoup marqué, donc le discours pour l'abolition de la misère en 1849, il va être pour les États-Unis d'Europe. À partir de 1849, un des premiers aussi qui va prôner les États-Unis d'Europe, hein, quand même, c'est à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gaulliste avant l'heure? Gaulliste, je ne sais pas trop, c'est difficile de dire qu'Hugo était gaulliste, c'est plutôt que De Gaulle aurait pu être hugolien, oui. Ça c'est possible. Je fonde avec mes fils le journal L'événement, mais c'est le combat contre la peine de mort. Combat récurrent depuis les plus jeunes années et les questions sociales notamment qui me préoccupent. Le XVIIIe siècle, c'est là une partie de sa gloire, a aboli la torture,
Le 19e siècle abolira la peine de mort. Oh, vous ne l'abolirez peut-être pas aujourd'hui, mais n'en doutez pas, demain vous l'abolirez, ou vos successeurs l'aboliront. Vous écrivez dans le préambule de votre Constitution en présence de Dieu. Et vous commenceriez par une ôter à ce Dieu, ce droit qui n'appartient qu'à lui, le droit de vie ou de mort. Mais messieurs, il y a trois choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme. L'irrévocable, l'irréparable, l'indissoluble. Malheur à l'homme s'il les introduit dans ses lois. Tôt ou tard, elles font plier la société sous leur poids. Elles dérangent l'équilibre nécessaire des lois et des mœurs. Elles ôtent à la justice humaine ses proportions. Et alors il arrive ceci. Réfléchissez-y, messieurs. Cet échec, car ça n'est qu'un, puisque l'Assemblée constituante ne votera pas la Constitution, n'altérera pas ma conviction profonde. Le combat pour l'abolition de la peine de mort reste le combat de ma vie. Parce qu'il continue à écrire, même quand il écrit moins, mais même quand il est dans la politique, non? Ah, non, quand il est dans la politique, là, il a repris son travail d'écriture. Donc, il écrit, par exemple, Les Misérables, qui vont sortir en 1862, ont été commencés bien plus tôt. D'accord. Mais par contre, il les finira en 1862 quand il est en exil. Mais il y a beaucoup de choses, des poèmes, il continue à écrire évidemment de la poésie, il continue à écrire... D'accord. Oui, excepte la période fin 1843 jusqu'à 1846-47 où il n'écrit pas. Après, il écrit, oui. D'accord. Oui. Okay. Et donc, l'exil, il écrit aussi. Donc, l'exil, il écrit ça même dure beaucoup. 19 ans. Il écrit même beaucoup, puisque parmi ses plus grandes œuvres sont sorties pendant ces années d'exil. D'accord. Bon, voilà, donc il va avoir une fin de vie, on va dire, vraiment avec les honneurs. Et tant et si bien qu'au moment de ses obsèques, tout le monde voudra récupérer le grand homme, en fait. Et il va avoir des obsèques absolument incroyables, encore plus importantes que les obsèques de Johnny. 2 millions de personnes, quand même, pour l'époque, à Paris, c'est ahurissant. Et qui vont l'accompagner. Et rappelle-nous, il est au Panthéon, bien sûr. Il est au Panthéon. Ben, je te remercie, Pierre. Donc, on va te retrouver là. Voilà, vous allez avoir le spectacle. Donc, en 1 heure, ce qui est la difficulté, c'était de résumer la vie de Victor Hugo en 1 heure. Bon, j'espère être à peu près arrivé. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Quant à ma mort, vous comprendrez qu'il m'est difficile de vous la relater. Je peux simplement vous dire que mes derniers mots seront: c'est ici le combat du jour et de la nuit. Je vois de la lumière.